Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de la liberté d'expression au XXe siècle et essayer de comprendre comment cette même liberté d'expression a pu être un critère de victoire, a pu être un critère de résistance et a même pu provoquer des révolutions politiques en URSS ou des violations des libertés individuelles aux États-Unis. Alors commençons déjà par la Première Guerre mondiale, qui est considérée comme le summum de la propagande d'État. En 14-18, la Triple Alliance et la Triple Entente vont se faire la guerre pendant près de 4 ans. Or, ce qui caractérise la Première Guerre mondiale par rapport au conflit passé, c'est que l'impératif de maintenir l'union sacrée et de maintenir l'union nationale à l'intérieur des territoires va être considéré comme un critère de victoire en plus de la production industrielle. Ce qui expliquera pourquoi, pendant près de 4 ans, notamment au niveau du côté français et du côté allemand, les États en question, que ce soit l'Empire de Guillaume II ou alors les gouvernements successifs, notamment de Georges Clemenceau, vont s'atteler à faire en sorte que les opinions publiques soient entièrement conditionnées pour éviter la moindre rébellion et la moindre mutinerie. On aura notamment le cas en 1914 de l'amendement de juin 1914 qui va autoriser ou qui va plutôt interdire les journaux d'investigation français de livrer des nouvelles qui pourraient potentiellement menacer la stabilité de l'armée française. Donc c'est-à-dire que c'est une injonction du pouvoir auprès des pouvoirs médiatiques pour leur dire vous n'avez pas le droit de critiquer l'armée au nom de l'union sacrée. On aura également en 1914 la création par Aristide Briand, qui était à l'époque le président du Conseil, de la Maison de la Presse, qui va intimer l'ordre aux journaux de filtrer leurs informations par rapport à ce qui est donné directement par le gouvernement par l'intermédiaire de cette Maison de la Presse. C'est-à-dire qu'en gros, on a une information qui est entièrement étatisée, sur lesquelles les journaux, finalement, doivent s'aligner. Alors les thématiques qui seront véhiculées durant cette guerre-là, du côté français, c'est notamment le fait que le Boche allemand est considéré comme un guerrier sanguinaire, qu'il est un simple exécutant de décisions mécaniques, que finalement il ne sait pas réfléchir, que c'est quelqu'un qui s'en prend via les exactions des civils sur les enfants et sur les femmes, c'est-à-dire un espèce de processus mensonger qui consiste à essentialiser l'ennemi. Du côté allemand, on aura la même chose avec les Français, considérés comme étant des soldats efféminés, qui n'ont pas d'initiative, qui ne sont pas valeureux, rigoureux, et qui passent leur temps à faire des mutineries, c'est-à-dire en gros, l'État des deux côtés parvient pendant 4 ans, malgré les mutineries de 1917, à faire en sorte que l'opinion publique soit martelée par des messages à la fois subliminaux et des messages directs, et qui expliquera notamment pourquoi un des critères de victoire de la Triple Entente en 1918 sera que l'Allemagne, justement, à la fin 1918, sera victime d'insurrections et de rébellions au sein de son propre régime qui causeront sa perte et aboutiront au 11 novembre 1918. Alors on a un autre exemple de propagande dans les années 30 au niveau des régimes totalitaires. Alors je vous rappelle ce qui qualifie un régime totalitaire, c'est l'ultra-concentration du pouvoir, c'est la croyance dans la supériorité de l'idéologie et c'est surtout la répression systématique au niveau de la société à partir de velléités d'indépendance. Alors la propagande va être en URSS et va être dans l'Allemagne nazie un critère fondamental qui va permettre à ce que ces régimes, alors pendant près de 70 ans en URSS et pendant près de 12 ans en Allemagne, parviennent en fait à cloisonner toute forme de rébellion. L'exemple le plus connu en Allemagne, c'est la création du ministère de la propagande par Joseph Goebbels. C'est le cinéaste en URSS Sergei Eisenstein qui va produire des films qui vont glorifier le petit père des peuples Staline. C'est la multiplication de défilés nazis et de défilés communistes. C'est le fait d'ériger des statues à l'honneur et à la gloire du Führer et du petit père des peuples. Ce sont les autodafés en Allemagne. C'est finalement en URSS aussi ce fait de mentir sur les quotas de production et sur les résultats du Gosplan, le fait de mentir en ignorant les ravages de la découlakisation, de la Grande Purge et des procès de Moscou en 1938, c'est-à-dire une opinion publique qui, via les jeunesses communistes et via les jeunesses hitlériennes, ne se rend pas compte que finalement elle est manipulée de l'intérieur. Alors, pour sortir de ce cadre des régimes totalitaires, troisième élément important, pendant la Seconde Guerre mondiale, on aura 2 cas où l'information et la liberté de la presse vont être un facteur de victoire ou alors de défaite. L'exemple étant l'Allemagne qui de 1940 à 1944 va investir la radio Paris et va en faire une machine de propagande pour faire en sorte que le peuple français ne conteste pas l'occupation militaire et puisse s'appuyer entièrement sur le régime de Vichy.
Et au niveau des alliés, la BBC anglaise, qui avait été créée en 1922, va servir de caisse de résonance à la résistance française, hein, notamment, je vous rappelle l'appel du 10 juin 1940, où De Gaulle, à partir d'Angleterre, et via cette BBC, influence et lance un appel aux résistants français pour rejoindre l'Angleterre, et appelle également l'armée française à se rebeller contre l'occupant allemand. Ça va servir notamment au fait de donner des informations aux résistants sur le terrain, le fait de planifier des opérations et le fait aussi de rassurer les membres de la famille des résistants pour qu'ils ne s'inquiètent pas sur le sort des résistants qui se battent en Angleterre et en Afrique du Nord.